Prédiction. Il sera révélé cette année qu'un gouvernement national a acheté du Bitcoin, le remplaçant moderne de l'or monétaire, sans avoir divulgué ce fait publiquement. Voici ce qu'a déclaré Edward Snowden sur son compte X. Elle a fait grand bruit au sein de la communauté crypto. Chacun y va de son pronostic et nous avons notre petite idée. Restez avec nous, Money Radar a mené l'enquête. Avant tout, je vous invite à revoir une vidéo que nous avons créée il y a 1 an, en pleine ambiance morose du marché baissier. Elle explique comment l'adoption de masse du meilleur crypto actif au monde se joue. There is no second best crypto asset. On revient sur les bases de la théorie des jeux, donc allez la voir si cette notion ne vous parle pas. Il ne fait plus aucun doute que Bitcoin est désormais entré dans l'arène de la guerre des devises. Dans cette compétition, l'intérêt de chaque acteur agit sur ce que font les autres, et ainsi de suite. Dans cette vidéo, nous allons faire le focus sur l'adoption des États. Maintenant, pourquoi la déclaration de Snowden est-elle d'une importance capitale? Et surtout, de quel pays s'agit-il? Déjà, c'est important car Bitcoin a atteint un nouvel ATH très récemment. 70 000 $. Nous en avons parlé dans cette vidéo en expliquant les raisons de cette hausse sous l'angle de l'afflux de capitaux institutionnels qui se déversent grâce aux ETF spot. Ensuite, la question du pays qui pourrait acheter des bitcoins est plus ouverte et sujette à spéculation. Les paris sont ouverts. Mais avant, je tenais à vous parler de notre tout nouveau partenaire de confiance, l'échange de crypto-monnaies BitGet. Pourquoi BitGet? Avec 650 cryptos disponibles, une politique tarifaire ultra compétitive à seulement 0,1% en spot et des fonctions uniques telles que le copy trading, BitGet s'est rapidement imposé comme un échange de référence. Il figure désormais à la 4e position du classement de CoinMarketCap Futures. Que vous soyez un investisseur à long terme intéressé principalement par l'achat de Bitcoin ou un passionné de altcoin, BitGet est la plateforme idéale avec ses 650 cryptos listés. Et pour les traders, BitGet est un véritable terrain de jeu. Elle propose non seulement du trading sur marge et des contrats à terme, mais également une fonctionnalité qui fait fureur, le copy trading. Cette option vous permet de copier les trades des traders les plus performants de la plateforme. La plateforme est extrêmement intuitive et regorge de fonctionnalités Web3 comme les transactions peer-to-peer, le staking et même la présence d'un launchpad pour obtenir des tokens avant tout le monde. Alors, qu'attendez-vous? Faites-vous votre propre opinion en testant BitGet dès maintenant. Et j'ai une bonne nouvelle, en utilisant notre lien dans la description, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur vos frais de trading. Déjà, ça ne peut pas être le Salvador, car tout le monde sait que le président Bukele buy the dip, comme Michael Saylor, et ce depuis 2021, où il est devenu monnaie légale dans ce pays. C'est de notoriété publique, donc ça ne correspond pas à la prédiction de Snowden. D'ailleurs, lors de la baisse des cours pendant le bear market, les médias mainstream s'en étaient donnés à cœur joie. L'adoption d'une telle monnaie serait le coup fatal pour le pays, selon eux. Un torrent d'articles clashait violemment le Salvador dans sa tentative d'émancipation du système monétaire mondial. Or, avec la montée en flèche, on les entend moins la ramener bizarrement. Le président salvadorien n'a pas manqué de le rappeler. Lorsque le prix du marché de Bitcoin était bas, ils ont littéralement écrit des milliers d'articles sur nos supposées pertes. Maintenant que le prix du marché Bitcoin a considérablement augmenté, si nous devions vendre, nous réaliserions un bénéfice de plus de 40%. Mais il est très révélateur que les auteurs de ces articles à succès, les analystes, les experts, les journalistes, soient désormais totalement silencieux. N'oubliez pas ceci, la prochaine fois qu'ils répandront de nouveaux mensonges sur le Salvador. Ils précisent bien sûr qu'ils ne vendent aucun Bitcoin pour le moment. Mais ce n'est pas la seule critique que fait Nayib Bukele. Un de ses récents discours est devenu viral sur Twitter et vous allez comprendre pourquoi. Dedans, il raconte comment des amis conservateurs américains se plaignaient des impôts trop élevés aux États-Unis. À partir de là, il pose la question « Pensez-vous que ce soit les impôts élevés qui financent le gouvernement ?» On peut aussi se poser cette même question pour nous en France. Nous payons des taxes à tout bout de champ, mais c'est pour financer les aides sociales, la sécu, le gouvernement en gros. Eh bien, c'est en grande partie faux. Alors, comment se finance-t-il? Bukele continue son explication. Le gouvernement est financé par des bons du Trésor, du papier. Et qui achète les bons du Trésor? Principalement la Fed. Et comment la Fed les achète-t-elle? En imprimant de l'argent. Et quel soutien la Fed a-t-elle pour imprimer cet argent? Les bons du Trésor eux-mêmes. Donc essentiellement, le gouvernement est financé en imprimant de l'argent à partir de rien. Remplacez la Fed par la BCE et vous aurez grosso modo le même mécanisme. Donc si l'on peut imprimer de la monnaie à gogo, pourquoi avoir des impôts si élevés? La réponse donnée par Nayib est simple et cinglante. Je cite. « Le vrai problème est que vous payez des impôts élevés seulement pour entretenir l'illusion que vous financez le gouvernement, ce que vous ne faites pas. C'est choquant mais c'est vrai. Le gouvernement est financé par l'impression d'argent, du papier soutenu par du papier, une bulle qui éclatera inévitablement.
Une bulle qui éclatera inévitablement. Cette phrase est très importante. Aujourd'hui, le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Il représente 62 à 65% des réserves de change dans le monde. C'est 20% dans le cas de l'euro. Et 50% des transactions sur Terre qui se font encore avec le billet vert. C'est considérable. Sans le dollar, les Américains ne pourraient plus être la puissance hégémonique dominante. C'est une mainmise énorme sur le système financier mondial. Le dollar est notre monnaie, mais c'est votre problème, déclarait John Connolly, alors secrétaire du Trésor de Richard Nixon. Pour la petite histoire, c'est justement ce président qui a mis fin à la convertibilité directe du dollar en or, inaugurant l'ère des monnaies fiduciaires flottantes. Tout est dit, et voilà que nous retombons en pleine théorie des jeux sur la guerre des devises avec Bitcoin au centre. Nous sommes encore loin de la chute du dollar, ce serait mentir de dire qu'elle est imminente, mais le mouvement est lancé et une tendance est clairement enclenchée. Chaque État dans cette partie doit prévoir ce qui peut arriver et agir en conséquence. Avec la guerre en Ukraine, c'est plus de 300 milliards de dollars de réserves russes qui ont été gelées. L'Occident envisage d'utiliser cet argent pour reconstruire l'Ukraine. Le message envoyé au reste du monde, vous avez des dollars, vous n'en êtes pas propriétaire et on vous les prendra quand on voudra. Cela engendre indéniablement une baisse intentionnelle de l'utilisation de la monnaie à l'international qui ronge lentement les États-Unis. De très nombreux pays ont intérêt à réfléchir dès maintenant à des solutions alternatives et on ne manque pas d'exemples en la matière. Nous ne parlerons pas ici des échanges en devises nationales qui se développent de plus en plus. Ce qui nous intéresse, c'est le Bitcoin. Alors, combien de pays sont-ils en train de prévoir que la première crypto sera, à l'avenir, bien plus qu'un simple instrument spéculatif, mais bien une solution fiable pour transférer et conserver de la valeur? En parlant de la Russie, elle fait partie des BRICS+, aux côtés du Brésil, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de l'Iran, de l'Égypte et de l'Éthiopie. Cette organisation internationale se construit de plus en plus en opposition au bloc occidental et se veut être une porte de sortie à l'hégémonie américaine avec son roi dollar. De nouveaux pays rentreront dans l'organisation cette année. Il y a d'ailleurs une sacrée liste d'attente. Yuri Uchakov, un collaborateur du président russe Vladimir Poutine, a récemment révélé son intention de créer un système de paiement numérique blockchain pour le bloc des BRICS. Uchakov a fait remarquer que les pays du groupe bénéficieraient d'un tel système à l'usage des gouvernements, des citoyens et des entreprises. Une structure pratique, rentable et exempte de politique. Je cite, « Nous pensons que la création d'un système de paiement indépendant des BRICS est un objectif important pour l'avenir, qui s'appuierait sur des outils de pointe tels que les technologies numériques et la blockchain. Le but est de se détacher encore davantage du dollar et des systèmes de paiement qui vont avec, comme SWIFT. Ce potentiel réseau de transactions basé sur la blockchain serait l'un des plus vastes jamais conçus, bénéficiant à des centaines de millions de citoyens répartis dans 10 pays. Rappelons que les BRICS+ représentent plus de 45% de la population mondiale et 36% du produit intérieur brut mondial ajusté à la parité du pouvoir d'achat. Avec de telles déclarations, il est légitime de penser que ces pays accumulent de l'or numérique en vue de ce prochain système de paiement. Le Bitcoin étant le réseau de paiement le plus apolitique et universel de tous ceux existants, utiliser ces tokens mettrait tout le monde d'accord, sans qu'aucun des pays puisse réellement avoir la main mise dessus. Ce qui est beau avec Bitcoin, c'est qu'il vous incite à partager sa magie et inspire la coopération. Nayib Bukele, encore lui, fait ça à merveille. En septembre dernier, il a accueilli Tamim bin Hamad Al Thani au Salvador, l'émir du Qatar. Récemment, à Madère, splendide ville du Portugal, il y a eu une importante conférence 100% Bitcoin sur plusieurs jours. La Bitcoin Atlantis, où Michael Saylor faisait un speech, entre autres. Devinez qui a été vu là-bas? Encore l'émir du Qatar. Enfin, si l'on regarde du côté des données on-chain, une mystérieuse whale surnommée Mr. 100 achète 100 bitcoins par jour depuis février dernier. Ses achats remontent même à 2022. Son portefeuille contient désormais plus de 54 164 bitcoins, soit une valeur d'environ 3,2 milliards de dollars. Une whale, ou une baleine, est un investisseur qui accumule de grandes quantités de crypto-monnaies. En raison de la taille de leurs avoirs en bitcoin, les mouvements d'une baleine attirent beaucoup d'attention parmi les détectives de la blockchain. Peut-on dire qu'il s'agit du wallet de l'émir du Qatar? Pas sûr, et d'ailleurs cette spéculation aurait été démentie par l'entreprise Arkham Intel, une plateforme d'analyse on-chain conçue pour offrir des insights approfondis sur des transactions, des utilisateurs, des blockchains, etc. Pour Arkham, M100 est en fait un Upbit Cold Wallet, donc un échange crypto sud-coréen fondé en 2017. Leur enquête montre les mécanismes d'achat et de self-custody, sans montrer qui est réellement l'acheteur. Mais ce serait étonnant d'avoir un pays qui accumule du Bitcoin en passant par une plateforme étrangère qui stockerait leur Bitcoin. Quoi qu'il en soit, Monsieur 100 accumule en masse, c'est loin d'être le seul et nous n'avons pas encore fini.
Le président salvadorien a aussi reçu récemment un prince des Émirats Arabes Unis. Il a partagé la rencontre sur son compte X. Maintenant, tel Hercule Poirot, rassemblons toutes les pièces du puzzle. Snowden annonce qu'un État achète secrètement du Bitcoin. Les BRICS veulent bâtir un nouveau système de paiement apolitique basé sur la blockchain pour continuer à se dédollariser. Le Salvador, premier pays du monde à adopter officiellement le Bitcoin, reçoit un prince saoudien et l'émir du Qatar. On retrouve ce dernier à l'une des plus importantes conférences Bitcoin au Portugal. Les données on-chain démontrent des accumulations de Bitcoin hallucinantes. Alors, sans trop se mouiller, nous pensons que le pays qui accumule secrètement du Bitcoin qu'évoque Edward Snowden est l'une des monarchies pétrolières du Golfe. Qatar ou Émirats Arabes Unis, c'est pile ou face, mais nous prenons le pari que c'est l'un des deux pays. Et s'il faut vraiment trancher, on mise sur le Qatar. C'est énorme. On imagine difficilement la quantité d'argent qui peut rentrer si l'Arabie Saoudite et le Qatar se mettent dans une course à qui aura le plus gros sac de Bitcoin. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans le commentaire, nous sommes peut-être à côté de la plaque. Revenons-en à la fameuse théorie des jeux. Disons que l'Arabie Saoudite est le pays A et le Qatar le pays B. Les nations A et B se trouvent devant un dilemme. Acheter ou non du Bitcoin. Voilà le tableau, avec 4 issues possibles selon qui appuie sur le bouton d'achat. Première case, ni A ni B ne passent à l'acte, rien ne se passe. Les banques centrales respirent, les affaires continuent comme avant. Deuxième case, A décide de s'impliquer tôt, remplissant ses coffres de Bitcoin. B, en revanche, hésite et reste à l'écart. Le résultat, A fait fortune pendant que B regarde le train partir, les poches vides. Un vrai conte de fées pour A et une histoire d'horreur pour B. Troisième cas, c'est B qui prend l'initiative, achetant du Bitcoin pendant que A reste les bras croisés, B se pâme dans sa richesse nouvellement acquise et A se mord les doigts. Et finalement, la quatrième case, A et B se lancent ensemble dans la frénésie du Bitcoin dès le départ. Voici l'équilibre délicat où chaque nation doit peser l'or contre le digital, la tradition contre l'innovation. Et dans cette partie de géopolitique financière, une question demeure. Qui appuiera le premier sur le bouton d'achat? Qui suivra? Et qui, à la fin, aura appuyé le plus fort? Bitcoin sépare la monnaie de l'État et donc le dollar de son hégémonie. Les BRICS Plus ont l'air de l'avoir bien compris, tout comme le Salvador avant eux. Si Bitcoin s'impose de plus en plus dans la guerre des devises, que de plus en plus de pays se mettent dans la course, le prix grimpera en flèche, l'offre étant fixée à tout jamais. Le Salvador deviendrait l'un des pays les plus riches du monde grâce à ses savoirs en Bitcoin. C'est ce que déclare Tim Draper, capital risqueur basé dans la Silicon Valley. D'ici peut-être 30 ou 40 ans, le Salvador sera passé du pays le plus pauvre et le plus en proie à la criminalité à peut-être l'un des pays les plus riches et les plus innovants du monde, rien qu'au cours de cette période. Et c'est simplement parce qu'ils ont adopté Bitcoin. La stratégie de chaque État vis-à-vis de la reine-mère des cryptos ressemble encore à une véritable partie de poker. Chacun a sa stratégie et personne ne révèle vraiment ses cartes. À l'heure actuelle, on sait que des pays en possèdent déjà, mais cela est en lien avec des affaires criminelles et des saisies. Les US sont premiers en la matière avec environ 200 000 pièces saisies. Une des principales réquisitions était la triste affaire Skill Road, un site du dark web dans les années 2010. Plus récemment, rappelez-vous de l'histoire à la Bonnie and Clyde version crypto, celle d'un couple de crypto-braqueurs qui avait dérobé plus de 94 000 bitcoins lors du piratage de Bitfinex en 2016. Hop, direction le Trésor national américain. Ils en ont revendu une bonne partie depuis. La Chine serait juste derrière avec 194 000 bitcoins dans ses coffres. Vient ensuite l'Ukraine avec 46 351. Le fameux El Salvador, surnommé Hodlador par la communauté Twitter, plus de 2000 en réserve. Et enfin la Finlande avec un peu moins de 2000 bitcoins. Ces chiffres datent de 2023 et ils ont changé depuis et ils ne concernent que des déclarations officielles de détention par les pays. Au-delà même des États, sachez que la théorie des jeux s'applique à nous-mêmes, à notre argent durement gagné et épargné. La problématique dans notre cas n'est pas la dédollarisation, mais plutôt de lutter contre l'hubris politique et ses impressions monétaires délirantes qui fracassent la valeur de la monnaie et donc le fruit de notre travail. L'or comme le Bitcoin sont des moyens de se protéger de cette hubris. Et si vous n'en êtes pas convaincu, écoutez l'interview de Larry Fink sur Fox Business. Il défend le Bitcoin de manière plutôt étonnante, un vrai maximaliste. Après l'avoir qualifié de réserve de valeur à long terme, il appuie sur la non-dépendance vis-à-vis d'un gouvernement ou d'une banque centrale. Donc, si on a peur de la gestion monétaire de ces derniers, Bitcoin est l'instrument parfait. Il continue, je cite, « Le Bitcoin est littéralement un registre, n'est-ce pas? C'est un registre, mais c'est un registre international, c'est transfrontalier. » On peut dire qu'il apprend vite, le Larry. Changer des fiat contre du Bitcoin, c'est résister aux dystopies en privant la possibilité de corrompre la monnaie, et c'est le moyen le plus accessible qui existe. Passer un aéroport avec une valise de lingots doit être complexe, alors qu'avec un hardware wallet, rien de plus simple. Et c'est peut-être ce qui fait la plus grande force de cet actif. À chacun de choisir, peser le pour et le contre, que ce soit à l'échelle personnelle jusqu'aux États.
En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est qu'un bitcoin à 40 000 $, on ne le reverra malheureusement plus jamais. Bon bull run à tous, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Donnez-nous vos pronostics sur les pays qui officialiseront leur détention de bitcoin dans leur bilan cette année. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la plateforme BitGet avec 650 cryptos disponibles et des frais parmi les plus compétitifs du marché. Vous serez au bon endroit pour faire vos emplettes. Alors, rendez-vous en description et bénéficiez de 10% de réduction sur vos frais de trading en exclusivité via notre lien. À très bientôt sur Money Radar.